Bienvenue à l'hôpital psychiatrique. Je descends du bus, traverse la rue et franchis la grille de l'hôpital. En passant, je salue le garde d'un signe de la main. Même la bruine froide de l'hiver ne m'incite guère à presser le pas, et c'est presque en flânant que je traverse le parc boisé d'arbres centenaires, prenant garde de ne pas glisser dans la pénombre sur les tapis de feuilles mortes. C'est mon côté masochiste, sans doute, qui me pousse, tout en marchant, à me remémorer quelques épisodes récents ou plus anciens. La mise en chambre d'isolement d'une jeune patiente de 17 ans, calme et coopérative, au seul motif qu'elle a été admise en HDT. La convocation que nous avait valu, avec une collègue, le fait gravissime d'avoir laissé regarder la télévision à un malade en isolement depuis 4 mois. Les mises en pyjama systématiques, les interdictions de recevoir des visites ou des appels téléphoniques, les injections punitives, la limitation du nombre de cigarettes pour des patients auxquels il ne reste guère plus que le plaisir de fumer. Des moments d'une infligeante banalité qui donnent à voir ce que l'univers psychiatrique peut produire de pouvoir à la petite semaine et de persécution de Katsu, avec son fantasme de maîtrise presque absolue de la folie. Encore une dizaine de mètres de plat et j'y suis. J'introduis mon passe dans la serrure. 2 tours de clé et je pousse la lourde porte. Une fois à l'intérieur, l'atmosphère odorante me saisit. Un subtil ménage d'exhalations humaines, de fumée de cigarettes, de relents de vieilles cuisines et de tabac froid. Une odeur qui m'est depuis longtemps familière. Me voilà bouclé, moi aussi, jusqu'au lendemain. L'aspect n'est évidemment pas le paradis, mais ce n'est pas non plus l'enfer. En tout cas, pas plus que la prison, la rue ou le métro, qui sont les nouveaux lieux d'accueil d'un nombre sans cesse croissant de grands malades, oubliés ou rejetés du dispositif d'accueil et de soins. Je traverse la vaste entrée, déserte. Au passage, jetant le poste de radio. Et j'apprécie de ne plus entendre que le quelques bruits habituels. Le son lointain de la télé, une porte qui claque, quelques éclats de voix. Je m'engage dans le couloir. Comme chaque soir, Simone est installée près de la porte qui donne accès au patio, sur la chaise inconfortable qu'elle semble préférer au fauteuil du salon. Pas vraiment le prototype de l'hôtesse d'accueil, Simone. La vieille femme ne cesse de tirer sur sa gitane sans filtre que pour tousser bruyamment et cracher dans un mouchoir de tissu douteux. Son large sourire sarcastique et figé me laisse aisément deviner une bouche en grande partie édentée, parsemée de chicots. T'as une clope, mon gars? Je lui sers une réponse d'infirmier presque modèle. Plus tard, vous êtes déjà en train de fumer, Simone. Tu m'en fileras une autre après, hein, mon gars? Mais oui, T'es un bon gars, toi. c'est mon jour de chance. La vieille patiente n'est pas toujours dans d'aussi bonnes dispositions, loin de là. Je suis davantage habitué à quelques invectives agrémentées de remarques très imagées sur les parties de mon anatomie et quelques révélations sur les mœurs du personnel. C'est pas compliqué. Les hommes sont des pédés et des fils de pute. Les femmes, c'est des gouines comme leur mère. Elle était pute, justement, Simone. À 20 ans, belle, naïve et vulnérable, et sûrement fragile psychologiquement, aux grandes dames de ses parents qui ne voudront plus en entendre parler, elle s'amourache d'un type peu recommandable, lequel, très vite, la met sur le trottoir. Elle tapine 10 années durant, jusqu'au soir où son œil gauche éclate sur le point d'un maquereau irascible qui, manifestement très contrarié, en profite par la même occasion pour lui brûler le bout des seins avec un briquet. Alors Simone avale des médicaments qu'elle fait glisser avec une bouteille de rosé, avant de se jeter par une fenêtre du 3e étage d'un hôtel du quartier dans lequel elle officie. Dans l'histoire, Simone perd son œil gauche, additionne plusieurs fractures et se réfugie dans une décompensation psychiatrique. Une fois ses membres réparés,
elle est vue par un psychiatre qui l'expédie à l'HP, d'où elle ne ressortira pas. Personne n'a jamais pu rafistoler l'esprit en miettes de Simone. Durant ses premières années d'hospitalisation, elle exerce ses talents dans les coins discrets du parc, moyennant un billet ou un paquet de cigarettes. Plus récemment, les quelques tentatives pour l'installer en maison de retraite se sont soldées par de cuisants échecs. Elle est trop agressive et grossière, Simone. Insupportable. Il est vrai que son vocabulaire coloré, très expressif et direct peut heurter, mais après 10 ans de tapin et 30 ans d'HP, on ne peut pas tout de même pas exiger de Simone qu'elle récite du Claudel. Non plus qu'elle aime les gens. Puisque personne ne veut de la vieille chronique, elle reste là, passant ses journées à griller ses gitanes, à vociférer et à débiter des grossièretés, sorte de symbole d'une existence gâchée, puis rejetée avant d'être oubliée. Qui pourrait s'intéresser à une vieille prostituée psychotique, borgne et acariâtre? Derrière moi, j'entends la toux grasse de la vieille femme et j'imagine sans mal l'aspect du crachat qui rejoint les autres dans un mouchoir crasseux. Bienvenue à l'hôpital psychiatrique, me dis-je en moi-même, tandis que je pousse la porte et pénètre dans le bureau des infirmiers. J'ai l'impression de sentir physiquement sur mes épaules le poids d'une immense lassitude et l'ennui que transpirent ces lieux. Je salue mes collègues, ôte mon manteau et pose mon sac sur le sol. Une infirmière, occupée à mettre de l'ordre dans un dossier, me met en garde. Fais gaffe à tes affaires, les cafards sont de retour. On en a vu passer 3 ou 4 cet après-midi. Les mecs de l'hygiène doivent passer, s'en occuper demain. Je soupire en ramassant mon sac que j'accroche à la poignée d'un placard. Puis je me laisse lourdement tomber sur une chaise avant d'enlever une cigarette, les yeux fixés sur l'affiche placardée juste en face de moi, qui annonce les dates et les titres des séminaires de psychanalyse de la nouvelle année qui approche. Inévitablement, la tête de Freud orne la grande feuille de papier glacé. Le célèbre barbu au regard malicieux doit se demander à quel titre il est convoqué en pareil endroit. Je crois que lorsque l'on a une idée un peu précise de la nature des pratiques qui ont cours en psychiatrie, on peut légitimement s'interroger avec lui. J'ai exercé dans pas mal d'endroits différents et dans tous, la psychanalyse ne m'est jamais apparue autrement que comme une sorte de faire-valoir, de caution intellectuelle destinée à masquer la pauvreté intrinsèque des discours et des pensées qui produisent un pouvoir et une violence ordinaire, propre, toujours justifiable par la très commode nécessité de soins, notion qui autorise l'application avec la conviction de faire le bien. Des fameux adages qui proclament pour l'un que la fin justifie les moyens, pour l'autre que nécessité fait loi. Adages qui, soit dit en passant, sont des définitions possibles de l'arbitraire. Mais la volonté de guérir ne se laisse pas distraire par quelques détails de second ordre. La nuit commence à peine que déjà je voudrais être ailleurs. Je cumule pas mal d'années de travail au sein de différentes structures de soins psychiatriques. Malgré cela, j'ai toujours, en arrivant, comme une boule qui me pèse sur l'estomac. Je la connais bien, depuis le temps. Et je sais qu'elle aura disparu d'ici 1 heure, tout au plus. Et rien de grave, donc. Elle traduit, je crois, une sorte d'angoisse diffuse, un malaise, que je mets sur le compte d'une certaine culpabilité. Ce métier contraint parfois à faire des choses dont je me passerais volontiers. Et pourtant, je suis encore là. J'ai souvent cherché à percer le secret d'une telle longévité. Presque systématiquement, j'en viens à des rationalisations aux limites de la morbidité, en me demandant, par exemple, qui voudrait d'un type qui a passé son existence à côtoyer des dingues. Dans le fond, je crois plutôt être retenu par un lien secret avec la folie et un attachement équivoque à cet univers singulier. C'est ainsi. Je n'ai jamais prétendu être un modèle d'équilibre. Mais l'heure n'est pas aux états d'âme, pas davantage à l'introspection. Des cris, des grossièretés résonnent dans les couloirs. C'est Simone qui insulte copieusement Audrey, une jeune patiente qui s'est imprudemment aventurée sur son territoire. Connasse! Sur le territoire que la vieille psychotique considère comme appartenant. Lui Tire-toi, Poufias! Audrey vient se réfugier en piaillant dans le bureau. Une collègue essaie de la rassurer tandis que je me lève sous son bureau,
sort du bureau pour aller amonester en vain une Simone Hillard qui ne manque pas de débiter un chapelet de grossièreté à mon intention. Mais va te faire enculer, ta soeur la pute! Je bats en retrait. Bien conscient que je ne fais pas le poids, et reviens dans le bureau en même temps que la collègue qui a escorté Audrey jusqu'au salon et l'a installée devant la porte et devant le poste de télévision. L'équipe d'après-midi est au grand complet dans le bureau. 2 infirmières et un aide-soignant. Pour s'occuper de 28 patients, c'est quand même un peu juste. Et l'essentiel de l'activité se résume à la gestion du quotidien et à du gardiennage. Les soins, quant à eux, sont réduits à la portion congrue et se résument en la distribution des médicaments dont les quantités tendent à être inversement proportionnelles au nombre d'infirmiers présents. Mes collègues me proposent d'attendre l'arrivée du second infirmier de nuit pour commencer la transmission, les transmissions. À mon sourire résigné, ils comprennent. T'es encore tout seul cette nuit? Je le crains, oui. Entre les congés, les maladies et les accidents du travail, il ne reste plus grand monde. On pourrait faire venir des intérimaires quand même. Je rigole avant de répondre. Tout le budget pour ça est bouffé depuis la mi-octobre, semble-t-il. C'est pas croyable, ils se foutent même de la sécurité maintenant. Mais non, ils ne se foutent de rien, au contraire. Comment ne pas deviner dans cette déliquescence la sournoise programmation du pourrissement progressif de ces services publics qui est la charge des plus fragiles et des plus vulnérables, dont notre société se désintéresse de plus en plus, les laissant rejoindre le champ inhospitalier hostile de la grande exclusion. On démarre les transmissions. Alors, rien d'essentiel aujourd'hui, 2 ou 3 petites altercations, la crise de larmes habituelle de la petite Dorothée en fin de journée, quand elle a compris qu'une fois de plus, ses parents ne viendraient pas la visiter, contrairement à ce qu'ils avaient promis. La seule vraie nouvelle de la journée, c'est la mise en chambre d'isolement du jeune patient entré la veille et qui, en fin de matinée, a voulu frapper l'interne. Copieusement sédaté, il dort du sommeil du juste. Il sera possible de lui refaire une injection de 3 ampoules de l'Oxapac s'il s'agit. Il n'y a pas eu d'entrant au cours des dernières 24 heures et aucune admission n'est prévue pour le moment du mois. Avec un peu de chance, la nuit pourrait être tranquille. Les collègues me souhaitent bon courage et prennent sans plus tarder la direction des vestiaires. Je me retrouve seul dans le bureau et allume une cigarette en me plongeant dans la contemplation du grand panneau mural couvert d'étiquettes de différentes couleurs censées offrir un aperçu panoramique de l'organisation du service. Mais à trop vouloir délimiter, préciser, hiérarchiser, on aboutit à une complexité aux limites de la confusion. Vu de ma place, cet organigramme multicolore a des airs de mosaïque. Toutefois, l'initié peut connaître d'un simple coup d'œil le nom de chaque patient présent, le numéro de la chambre qu'il occupe, le psychiatre qui le suit, les infirmiers référents et surtout le mode d'hospitalisation dont il relève, en fonction de la couleur de l'étiquette sur laquelle est inscrit son patronyme. Vert pour les hospitalisations libres. Pour les patients qui sont ici de leur plein gré, officiellement du moins. La réalité est parfois un peu plus complexe, car la notion de consentement en psychiatrie est souvent équivoque. En effet, d'une part, les informations fournies pour obtenir le consentement de la personne et s'éviter ainsi la mise en route d'une procédure de contrainte ne sont pas toujours d'une clarté exemplaire. D'autre part, le consentement à l'hospitalisation suppose-t-il un consentement à tous les soins? Jaune pour les HDT, hospitalisation sur la demande d'un tiers. Ceux-là sont trop malades pour pouvoir consentir à une hospitalisation et des soins dont ils ont pourtant grand besoin. Un proche bienveillant a donc décidé à leur place. Rouge, enfin, pour les HO, hospitalisation d'office, un régime réservé aux trublions de l'ordre public et aux dangereux pour autrui. Les modes d'hospitalisation sans consentement m'ont toujours posé question, car ils sont avant tout, indépendamment de ce qui les motive, des privations de liberté prononcées en dehors des règles élémentaires du droit. Je suis encore plus surpris, à l'heure où la pleine citoyenneté des malades mentaux serait en passe de devenir une réalité, que ce droit d'exception qui s'applique à ces citoyens à part entière, que seraient les suspects de maladies mentales, ne provoque pas davantage d'émoi et ne soulève pas davantage de protestations. Je crains fort que le poids considérable des représentations interdise pour longtemps encore
au fou d'accéder à autre chose qu'une citoyenneté au rabais. Ni la gravité des troubles, ni le potentiel de dangerosité ne peuvent être directement corrélés au mode d'hospitalisation. Certains HL donnent plus de fil à retordre que des HDT ou même des HO. La psychiatrie, pas plus que le maintien de l'ordre, n'est une science exacte. Je suis tiré de ma contemplation par la douce voix de Simone. Elle injurie Sylvain. Le vieux psychotique n'est pas du genre à se laisser impressionner et il dispose d'un répertoire qui, question élégance et délicatesse, n'a rien à envier à celui de Simone. J'interviens avant que la situation ne s'envenime et que les coups viennent remplacer les grossièretés. Il est 21h45. La sonnerie du téléphone retentit pour la première fois de la soirée. C'est le surveillant de garde. Il vient m'annoncer que je serai seul cette nuit. Je l'avais deviné. C'est la 5e fois en plus d'un mois et que je commence à m'habituer à tout ça. Je l'écoute, il m'explique que je ne dois prendre aucun risque et de ne pas hésiter à demander de l'aide. Où? Qui? Il me promet qu'en cas d'admission, il m'enverra du renfort qu'il trouvera je ne sais où, avant l'arrivée du patient. Téléphone. Petit décalage, c'était 21h45. Un gage. J'ai l'impression d'avoir mon diplôme depuis la semaine dernière. Je ne l'interromps pas et ne manque pas de le remercier. De mon côté, je ne suis pas inquiet outre mesure, même si je ne sais pas être totalement à l'abri d'un éventuel dérapage de la part de certains patients. De toute façon, je n'ai pas d'autre choix. J'apporte à Simone la cigarette que je lui avais promise en arrivant. Elle m'accueille. Bah, c'est pas trop tôt, mon gars. Hein. Tu roupilles ou quoi? Adorable Simone. Je prends une chaise et m'installe près d'elle pour fumer en sa compagnie. Je l'écoute me raconter son monde à elle, un monde dans lequel elle est tour à tour avocate, psychiatre, mère maquerelle, gynécologue, jamais pute. Il est temps pour moi d'aller vaquer à d'autres occupations. Dans le couloir qui me conduit vers le salon, je croise Jeanne, une vieille démente qui ne retrouve plus sa chambre, d'où elle est sortie pour une raison qu'elle-même ignore. Je la raccompagne en lui conseillant de rester au lit. C'est vraiment histoire de dire quelque chose. Devant la télé, il ne reste plus que 3 personnes, dont 2 sont endormies, avachis dans des fauteuils. Vincent, lui, a pu enfin se saisir de la télécommande et il regarde Canal+, encrypté, avec une sorte de fascination. Je laisse faire, conscient que la moindre remarque serait inutile et qu'il n'est pas dans mon intérêt de le titiller. Arrivé tout au bout du couloir, j'ouvre une première porte, pénètre dans une sorte de sas et à travers le carreau en plexiglas d'une deuxième porte, je m'assure que le locataire de la chambre d'isolement ne s'est pas réveillé. Les ronflements qui me parviennent sont tout à fait rassurants. Je fais un détour par la cuisine où je réchauffe un reste de vieux café avant de retourner dans le bureau et de me caler dans un fauteuil. Je déguste le tiède breuvage en tirant sur ma cigarette et consulte le planning des nuits à venir. Question effective, ne sera pas folichon. Simone s'est enfin décidée à réunir sa chambre. D'ici, je l'entends fouiller dans un placard en jurant. Dans quelques minutes, elle sera au lit. Je m'installe le mieux possible et me plonge dans le polar commencé la veille, bien décidé à profiter du calme qui règne, pour le moment en tout cas. Le silence s'installe. La sonnerie du téléphone me fait sursauter. Il est 00h30. La voix du surveillant m'annonce l'arrivée imminente d'un entrant en HDT, inconnu du secteur, semble-t-il. Le cadre, sur un ton désolé, m'informe qu'il ne peut m'envoyer de renfort, mais précise aussitôt, vraisemblablement pour me rassurer, que de toute façon, le patient a été correctement traité aux urgences et qu'il est donc très calme. Avant de raccrocher, mon supérieur hiérarchique m'informe qu'il viendra faire un tour dans la nuit et précise de ne surtout pas hésiter à le contacter s'il a le moindre problème. Un quart d'heure plus tard, le patient est allongé sur un brancard, il dort profondément. Je récupère ses effets personnels et la grande enveloppe contenant la paperasse médicale et administrative. Je salue les ambulanciers qui partent et regagne le bureau où je contrôle les pièces de l'HDT. Tout est OK. Je retourne voir le patient qui n'a pas bougé d'1 millimètre. Il ne devrait pas me poser de problème cette nuit. Je m'apprête à commencer l'inventaire de ses effets personnels quand débarque le médecin de garde.
il vient voir l'entrant. Ayant constaté que celui-ci est copieusement sédaté et qu'en conséquence tout entretien est impossible, il se fend de 2 ou 3 lignes d'observation dans le dossier et retourne se coucher. 10 minutes plus tard, c'est au tour du surveillant de faire son apparition. Je le rassure, tout s'est passé sans le moindre problème. Il s'assure que l'HDT est conforme et me demande de lui remettre la fameuse fiche de renseignement. Je lui tends le précieux document. Problème, je n'ai pas mentionné la couleur des yeux. J'explique alors à mon supérieur que ce type est profondément endormi. Ne risque donc pas de fuguer tout de suite. Pour toute réponse, je n'ai droit qu'à un haussement d'épaule et un soupir du chef exaspéré qui prend le chemin de la chambre où dort le patient. Je lui emboîte le pas. Non, il va quand même pas faire ça. Eh bien si, il le fait. Je reste quoi en regardant le surveillant soulever une paupière du fugueur potentiel. De retour dans le bureau, le chef satisfait me fait remarquer que remplir correctement une fiche de renseignement, ce n'est tout de même pas compliqué. Je ne fais rien pour le retenir, trop content de le voir retourner dans le bureau qu'il n'aurait pas dû quitter. J'achève l'inventaire du sac, je range les pièces dans le dossier, gribouille quelques mots dans le dossier au sujet du patient. Puis je fais un tour de service avant de me replonger dans l'énigme policière, autrement plus passionnante que la fade routine à laquelle je viens de me plier.